Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi. Cette vidéo est l'une des plus abouties de ma chaîne, l'une des plus travaillées et l'une des plus longues. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un club mythique, un club qui, par ses victoires, par ses émulations, a marqué le football européen et même mondial. Ce club situé à Madrid, dans l'une des capitales les plus fournies en footballeurs, ce club s'appelle le Real de Madrid. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire une fois de plus merci. Merci pour vos vues, merci pour vos likes et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos. Humblement, je vous demanderai donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à l'affût de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, bonne écoute. Madrid, le 11 avril 2018. Le Santiago Bernabéu retient son souffle. La Juventus mène 3-0, effaçant l'avantage du Real de Madrid acquis à l'aller. Nous sommes dans les temps additionnels. Une dernière attaque, un centre, une faute, penalty. Cristiano Ronaldo s'avance. Il prend une grande inspiration. Une frappe sèche, puissante, imparable. But. Le Real de Madrid est en demi-finale encore une fois. Ce moment, comme tant d'autres avant lui, symbolise ce qu'est le Real de Madrid. Un club qui ne tombe jamais. Un club qui, même acculé, même sur le point de chuter, trouve toujours un moyen de renaître. Mais d'où vient cette mentalité? Comment ce club fondé il y a près d'un siècle est-il devenu le plus grand nom du football mondial? L'histoire du Real de Madrid ne commence pas avec Cristiano Ronaldo. Elle ne commence pas avec Zidane ni avec Di Stefano. Non, elle commence dans les rues de Madrid, où au début du XXe siècle, quand quelques passionnés du football décident de fonder un club, sans se douter qu'ils sont en train d'écrire la première page d'une légende. C'est cette histoire que nous allons raconter, des origines du club à sa domination sur le football mondial. Bienvenue dans l'épopée du Real de Madrid. À la fin du 19e siècle, l'Espagne commence à découvrir le football. Comme en Angleterre, ce sont les Britanniques qui importent ce sport dans les pays, principalement à travers des ingénieurs et des commerçants qui viennent travailler en Espagne. Madrid, la capitale, est encore peu concernée par cette nouveauté. Le football y reste marginal, pratiqué dans des cercles restreints. Pourtant, une petite communauté de passionnés va progressivement faire émerger un club qui, sans le savoir, changera l'histoire du sport. En 1897, un groupe d'étudiants et de professeurs de l'Institution Libre de Enseñanza décide de former un club de football. Ils l'appellent Football Sky. Ils se réunissent chaque dimanche matin pour jouer. Mais à cette époque, il n'existe encore aucune structure officielle pour organiser des compétitions et ces matchs restent avant tout amicaux. Peu à peu, le football gagne en popularité. En 1900, une scission se produit au sein du Football Sky. Plusieurs membres quittent le club pour en fonder un nouveau, plus structuré, plus ambitieux. Ce club s'appellera bientôt Madrid Football Club. Le 6 mars 1902, la naissance officielle du club est actée. Juan Pagros, un homme d'affaires catalan installé à Madrid, devient le premier président de l'histoire du club. Son frère, Carlos Pagros, qui lui succédera plus tard, joue un rôle clé dans l'organisation et la reconnaissance du club. Dès sa création, le Madrid FC se veut différent. Alors que la plupart des clubs espagnols sont encore amateurs et informels, le Madrid FC aspire à une structure plus professionnelle. Très vite, il prend l'initiative d'organiser un tournoi pour célébrer l'accession au trône du roi Alphonse XIII. Ce tournoi, joué en mai 1902, est considéré comme l'ancêtre de la Coupe du Roi, qui deviendra par la suite l'une des compétitions les plus prestigieuses du football espagnol. Dans les premières années, le Madrid FC s'affirme comme l'un des clubs les plus influents du pays. En 1905, il remporte sa première Coupe du Roi en battant l'Athletic Bilbao. Ce sera le début d'une série impressionnante. Entre 1905 et 1908, Madrid remportera 4 Coupes du Roi consécutives, établissant ainsi son hégémonie sur le football espagnol naissant. Mais ce succès ne suffit pas. Madrid veut plus. L'une des plus grandes étapes de l'histoire du club se produit en 1920. Cette année-là,
Le roi Alphonse XIII, impressionné par le développement du football en Espagne, et notamment par le Madrid FC, décide de lui accorder un honneur exceptionnel, le titre de Real, Royal en espagnol. Désormais, le club s'appelle officiellement Real Madrid Club de football. Ce titre n'est pas qu'un simple symbole. Il confère au Real de Madrid un prestige unique et un statut particulier dans le paysage sportif espagnol. La monarchie voit en lui un instrument de rayonnement pour l'Espagne et le club bénéficie dès lors d'un soutien institutionnel qui lui permet de grandir encore plus rapidement. Au fil des années 1920, le football espagnol se structure, de nouvelles rivalités émergent notamment avec le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, deux autres géants du football ibérique. Ces confrontations prennent une importance grandissante et attirent des foules. Jusqu'alors, les clubs espagnols s'affrontaient principalement en Coupe du Roi, mais une révolution va changer la donne. La création du championnat national, la Liga, en 1929. 10 équipes sont sélectionnées pour participer à cette première édition, dont le Real de Madrid dès la première saison. Le club madrilène termine deuxième derrière le FC Barcelone, mais montre déjà qu'il sera un acteur majeur de cette compétition. Cette période marque aussi l'arrivée d'un premier joueur emblématique, Ricardo Zamora, l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du football espagnol. Son transfert en 1930 depuis l'Espagnol Barcelone pour une somme record à l'époque est un signal fort. Le Real de Madrid est prêt à investir pour devenir le meilleur. Mais alors que le club grandit, l'histoire va lui réserver un défi bien plus grand, la guerre civile espagnole. En 1936, l'Espagne bascule dans l'un des conflits les plus sanglants de son histoire. La guerre civile espagnole éclate entre les forces républicaines et les nationalistes dirigés par le général Franco. Comme tout le pays, le football est durement touché. De nombreux joueurs et dirigeants du Real de Madrid sont forcés de fuir ou sont enrôlés dans le conflit. Rafael Sánchez Guerra, alors président du club, est arrêté et emprisonné. Pendant 3 ans, le football espagnol est pratiquement mis à l'arrêt. Lorsque la guerre prend fin en 1939, l'Espagne est sous le contrôle de Franco et le Real de Madrid doit se reconstruire dans un pays profondément divisé. C'est dans ce contexte instable que va émerger l'homme qui changera à jamais le destin du club, Santiago Bernabéu. À la sortie de la guerre civile espagnole en 1939, l'Espagne est en ruine et le Real de Madrid ne fait pas exception. Le club a perdu des joueurs, des dirigeants et même une partie de son infrastructure. Dans ce contexte chaotique, un homme va émerger pour redonner au club toute sa grandeur. Santiago Bernabéu, ancien joueur du Real de Madrid dans les années 1910 et 1920, puis entraîneur et dirigeant, Bernabéu connaît le club mieux que personne. En 1943, il en devient officiellement le président. Dès son arrivée, il se fixe un objectif clair, faire du Real de Madrid le plus grand club du monde. Mais pour cela, il va devoir repartir de zéro. L'un des premiers projets de Bernabéu est la construction d'un nouveau stade. Il sait que pour attirer de meilleurs joueurs et de plus grandes foules, le club doit se disposer d'une enceinte moderne et imposante. Malgré les difficultés économiques de l'époque, il parvient à financer le projet et en 1947, le stade Santiago Bernabéu ouvre ses portes avec une capacité de 75 000 places qui sera plus tard augmentée. Il devient le plus grand stade d'Espagne et l'un des plus impressionnants d'Europe. Ce nouveau stade symbolise l'ambition démesurée de Bernabéu. Il ne veut pas seulement dominer le football espagnol, il veut imposer le Real de Madrid comme une référence mondiale. À cette époque, le football européen reste fragmenté. Il existe des championnats nationaux mais aucune compétition majeure entre les meilleurs clubs du continent. C'est alors qu'en 1955, l'idée d'une Coupe d'Europe des clubs champions est lancée par le journaliste français Gabriel Hanaud et le journal L'Équipe. Le concept, regrouper les plus grands clubs européens pour s'affronter dans un tournoi annuel. Bernabéu, toujours visionnaire, comprend immédiatement l'intérêt de cette compétition. Il milite activement pour sa création et s'assure que le Real de Madrid y participera. Cette décision va changer l'histoire du club et du football mondial. Pour dominer cette nouvelle Coupe d'Europe, Bernabéu sait qu'il a besoin d'un effectif exceptionnel. C'est alors qu'il réalise l'un des transferts les plus légendaires de l'histoire du football, l'arrivée d'Alfredo Di Stefano. Di Stefano, un Argentin au talent exceptionnel, joue alors en Colombie.
Le FC Barcelone est aussi sur le coup pour le recruter, mais Bernabéu utilise son influence et parvient à l'attirer à Madrid en 1953. Avec Di Stéfano, le Real de Madrid change de dimension. Il ne s'agit plus seulement d'un bon club espagnol, mais d'une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs clubs du monde. Dès la première édition de la Coupe d'Europe des clubs champions, en 1955-1956, le Real de Madrid impose sa suprématie. Emmené par Di Stéfano, Francisco Gento et plus tard Ferenc Puskás, le club remporte les 5 premières éditions de la compétition, un exploit jamais réédité depuis. Cette domination écrasante installe le Real de Madrid comme le premier véritable géant du football mondial. L'image du club devient mythique, un maillot blanc, un jeu spectaculaire, une mentalité de gagnant et un président qui ne recule devant rien pour imposer son club au sommet. Le football européen devient plus compétitif et d'autres clubs comme Manchester United, l'Inter de Milan ou le Bayern Munich commencent à émerger. Pour Bernabéu, il est clair que le Real de Madrid doit se renouveler pour rester au sommet. Santiago Bernabéu restera à la tête du Real de Madrid jusqu'à sa mort en 1978. Pendant plus de 35 ans, il aura transformé un club espagnol en une institution mondiale. Son nom restera à jamais associé au stade mythique du club, mais surtout à l'identité du Real de Madrid. Une mentalité de vainqueur, une obsession du succès et une vision toujours tournée vers l'avenir. Son héritage ne disparaîtra jamais. Même après lui, le Real de Madrid continuera à viser l'excellence, à chercher les meilleurs joueurs et à écrire l'histoire du football. À la mort de Bernabéu en 1978, le Real de Madrid est en quête d'une nouvelle identité. L'héritage laissé par l'illustre président est colossal, mais le football évolue et le club peine à retrouver la même domination en Europe. Pendant cette période de transition, le Real de Madrid reste compétitif en Liga, mais peine à briller en Coupe d'Europe, désormais dominé par des clubs comme Liverpool, le Bayern ou Nottingham Forest. Sur le plan interne, le club voit défiler plusieurs présidents et entraîneurs, sans réelle continuité. C'est le moment de remise en question pour le Real, qui cherche à réinventer son modèle de réussite. Le club va venir d'une génération dorée, issue du centre de formation, la fameuse Quinta de Bucri. Ce groupe tire son nom de son leader emblématique, Emilio Buitrago, surnommé El Buitre, le vautour. Les membres de cette génération sont Emilio Buitrago, Manolo Sanchi, Miguel Pardeza, Rafael Martín Vázquez et Michel. Sous la houlette de l'entraîneur Leo Ben Hacker, cette équipe a redonné au Real de Madrid son statut de roi de la Liga. Entre 1986 et 1990, le Real de Madrid remporte 5 championnats consécutifs, un exploit qui fait entrer cette génération dans l'histoire du club. Malgré cette domination nationale, le Real de Madrid peine toujours en Europe. La frustration est d'autant plus grande que le rival, le FC Barcelone, commence à se réinventer sous la direction de Johan Cruyff, avec sa fameuse Dream Team. La rivalité entre les deux clubs s'intensifie, mais le Real peine à s'imposer sur la scène européenne, où il est souvent éliminé par des équipes plus aguerries tactiquement. Le club comprend alors qu'il doit changer le cap et miser sur des stars internationales pour redevenir une référence continentale. L'année 2000 marque un tournant décisif avec l'arrivée de Florentino Pérez à la présidence. Son projet est simple mais ambitieux. Faire du Real de Madrid le club le plus puissant du monde, tant sportivement que commercialement. Pour cela, il va recruter les plus grandes stars de la planète, initiant l'ère des Galactiques. En 2000, l'arrivée de Luis Figo en provenance du FC Barcelone pour un transfert record est marquant. En 2001, signature de Zidane pour environ 75 millions d'euros, un montant colossal à l'époque. L'arrivée de Ronaldo Nazario, fraîchement sacré champion du monde avec le Brésil en 2002, et celle de David Beckham, icône mondiale en 2003, marquent les ambitions de Florentino Pérez. Ces joueurs associés à des cadres comme Raúl, Roberto Carlos et Iker Casillas forment une équipe spectaculaire et glamour. Sur le terrain, l'effet est immédiat. Le Real de Madrid remporte la Ligue des Champions 2002 grâce à un but légendaire de Zidane contre le Bayern Leverkusen. À cela s'ajoutent des succès en Liga et des victoires en Supercoupe d'Europe et en Coupe intercontinentale. Cependant, cette stratégie basée sur le recrutement de stars va montrer ses limites. L'équipe manque d'équilibre, surtout défensivement. Après quelques années de succès, le Real de Madrid connaît des échecs cuisants en Ligue des Champions, éliminé prématurément
à plusieurs reprises. En 2006, Florentino Pérez démissionne, laissant derrière lui une équipe spectaculaire mais désunie. Les Galactiques auront marqué l'histoire du club par leur impact médiatique autant que par leur performance sportive. Mais l'héritage est clairement contrasté. Après l'ère des Galactiques, le Real de Madrid traverse une période de crise sportive. Le rival FC Barcelone écrase tout sur son passage sous la direction de Pep Guardiola, tandis que le Real de Madrid cherche son identité. Malgré quelques titres en Liga sous Fabio Capello et Bernd Schutter, le club est loin de sa gloire européenne. La quête d'une décima, 10e Ligue des Champions, se fait toujours attendre. C'est dans ce contexte que Florentino Pérez revient en 2009, avec une nouvelle stratégie, un second projet galactique, mais cette fois avec un meilleur équilibre entre stars et joueurs de complément. Dès son retour, Pérez frappe fort. Cristiano Ronaldo et Kaká arrivent pour des montants records. Karim Benzema et Xabi Alonso viennent renforcer l'effectif. José Mourinho est nommé entraîneur pour apporter une mentalité de gagnant. Cette nouvelle stratégie porte ses fruits avec la conquête tant attendue de la décima en 2014. L'arrivée de Mourinho coïncide avec une intensification de la rivalité entre le Real de Madrid et le Barça. Les Clásicos deviennent de véritables batailles tant sur le terrain que dans les médias. Sous Mourinho, le Real retrouve une certaine solidité défensive et brise la domination catalane en remportant la Copa del Rey en 2011 et la Liga en 2012 avec un record de points de 100 points. Malgré cette réussite nationale, l'Europe reste une déception. Le Real est éliminé 3 fois de suite en demi-finale de Ligue des Champions. Après des passages mitigés de Carlos Ancelotti et Rafael Benitez, notant que c'est grâce à Carlos Ancelotti que le Real de Madrid a pu obtenir sa décima en 2014, Zinedine Zidane prend les rênes du club en 2016, ce qui va profondément bousculer l'histoire du Real de Madrid. Sous Zidane, le Real de Madrid vit l'une des périodes les plus glorieuses de son histoire. 3 Ligues des Champions consécutives, 2016, 2017 et 2018. Un exploit inédit dans l'ère moderne. Une équipe portée par un Cristiano Ronaldo au sommet de son art, soutenue par des cadres comme Sergio Ramos, Luka Modric ou Toni Kroos, ou alors Karim Benzema. Une capacité à briller dans les grands rendez-vous européens, avec des victoires mémorables contre des clubs comme le Bayern Munich, l'Atlético ou la Juventus. La 13e Ligue des Champions remportée contre Liverpool, 3-1, clôt ce cycle doré. Zidane quitte le club après cette victoire, laissant une équipe au sommet du football mondial. À l'été 2018, Cristiano Ronaldo quitte le Real de Madrid pour la Juventus, marquant la fin d'une ère. Ce départ, suivi de celui de Zidane, plonge le club dans l'incertitude. Sous la direction de Julian Lopetegui, puis de Santiago Solari, l'équipe connaît des résultats décevants. L'absence de Ronaldo se fait cruellement sentir et le Real est éliminé prématurément de la Ligue des Champions par l'Ajax d'Amsterdam. En mars 2019, Florentino Pérez rappelle Zidane pour redresser le navire. Le coach français, avec son calme et son charisme, parvient à remobiliser les cadres de l'équipe. À son retour, il remporte la Liga en 2020, une victoire marquée par la régularité et l'expérience de joueurs comme Benzema et Ramos. Une équipe qui mise davantage sur la solidité défensive et l'expérience plutôt que sur la flamboyance offensive qu'on a connue durant l'ère Ronaldo. Après le départ définitif de Zidane en 2021, Florentino Pérez fait revenir Carlos Ancelotti. Le Real de Madrid mise alors sur une nouvelle génération. Des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Francesco Valverde, Eduardo Camavinga ou alors Jude Bellingham arrivés en 2023 pour incarner le leadership de demain. Lorsque l'on évoque le Real de Madrid, on parle d'un club qui défie le temps, qui transcende les générations et dont l'âme est forgée dans la victoire. Mais qu'en est-il du Real de Madrid d'aujourd'hui? Après les succès et l'ère Cristiano Ronaldo et la reconnaissance sous Zidane, les merengues se réinventent à nouveau pour rester au sommet du football. Avec le départ de Cristiano Ronaldo, la retraite imminente de joueurs comme Luka Modric et Karim Benzema, le Real de Madrid a dû repenser son leadership. Si Benzema a pris les rênes pendant plusieurs saisons, son départ a marqué la fin d'une époque glorieuse. Époque qui a vu le Real de Madrid remportant 2 Ligues des Champions en 2022 et 2024. Pourtant, le Real de Madrid ne se laisse jamais abattre. Au lieu de s'effondrer, il se réinvente en alliant expérience et jeunesse pour maintenir cette dynamique de succès. Sous la houlette de Carlos Ancelotti, le club madrilène a misé sur une nouvelle vague de talent.
Vinicius Junior, désormais leader d'attaque, un joueur capable de faire basculer un match à lui tout seul. Rodrigo, dont la créativité rappelle les grands ailiers d'antan. Jude Bellingham, symbole d'un milieu de terrain moderne, complet et charismatique. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, garant d'un équilibre défensif et d'une relance rapide. L'arrivée de joueurs comme David Alaba, Thibaut Courtois, pour n'en citer que, ou alors l'arrivée marquée de Kylian Mbappé, ont mis le club en avant, montrant que ce club se réinvente d'année en année. Le Real de Madrid doit cependant faire face à des défis inédits. La montée en puissance de clubs tels que Manchester City ou le Paris Saint-Germain, la recherche d'un nouvel équilibre offensif sans Cristiano Ronaldo ni Karim Benzema, le besoin de maintenir une identité forte tout en renouvelant l'effectif. Face à la modernité du football et à l'exigence constante de résultats, le Real de Madrid sait qu'il doit conjuguer tradition et innovation. Mais si l'histoire du club nous a appris quelque chose, c'est que la Maison Blanche sait toujours se relever. Les dernières saisons ont prouvé que le Real de Madrid en période de transition demeure un redoutable compétiteur. Les exploits récents en Ligue des Champions ont montré que la magie des soirées européennes continue d'habiter Bernabéu. À l'horizon, un nouveau défi se profile. Continuer d'écrire l'histoire en dominant le football européen avec des talents comme Vinicius Bellingham ou alors Mbappé. La nouvelle génération est prête à marquer son époque et à ajouter de nouveaux chapitres à la légende. Le Real de Madrid n'est pas qu'un club de football. C'est un symbole de persévérance, de grandeur et de passion. Depuis ses origines jusqu'à sa domination moderne, il incarne l'excellence et la quête perpétuelle de gloire. Le Real de Madrid a toujours su se réinventer, porter les rêves de ses supporters et maintenir son statut de club le plus titré du monde. Que ce soit avec Di Stefano, Raúl, Cristiano Ronaldo ou désormais Vinicius, l'histoire se répète, mais l'âme reste la même. Et tant que les projecteurs de Santiago Bernabéu s'allumeront les soirs de Ligue des Champions, tant que les chants des socios résonneront, le Real de Madrid continuera d'écrire l'histoire. Une histoire faite de rêves, de défis et de conquêtes. Voici le Real de Madrid. Plus qu'un club, une légende immortelle. Ce fut un plaisir de vous faire cette vidéo, qui fut longue en temps et en travail, mais que j'ai apprécié de faire. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de me dire en commentaire depuis quelle année vous êtes devenu un fervent supporter du Real de Madrid. Sur ce les amis, je vous dis sans plus tarder de prendre soin de vous. Et peace la famille!